Allez, on est reparti. Donc on entame la dernière ligne droite de ce beau congrès. Ligne droite est ô combien importante. Comment rendre la ville plus inclusive et adaptée aux personnes âgées, personnes handicapées, en tout cas personnes avec des soucis de mobilité ou de problèmes cognitifs. C'est un grand sujet qui englobe à la fois des questions de logement, de mobilité, d'accès à la culture, comme en parlait André Fertier, je crois que c'est important, d'accès à la citoyenneté tout simplement, et puis aussi de mixité sociale et intergénérationnelle, qui me semble tout aussi essentiel. Ce sont des sujets très politiques, sociaux, humains, auxquels vous devez aussi porter votre voix en tant qu'acteur de vos villes, et puis en tant que porte-voix des personnes âgées et dépendantes et des familles avec lesquelles vous êtes en relation constante. Alors, on a un beau panel pour cet après-midi. À ma toute gauche, Marie-Hélène Millet, vous êtes membre de la commission sociale de l'Association des maires de France, et puis accessoirement, vous êtes aussi maire de Saint-Genis-Laval, une commune de 21 000 habitants qui fait... Pardon. Ah bon, avec vous, on va passer les 50 000 dans la métropole de Lyon. Avec le métro, ça va arriver très vite. Brigitte Bariol-Matet, vous êtes déléguée générale de la FNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, qui en regroupe à peu près une cinquantaine sur l'ensemble du territoire français. Et Carlos Moreno. Alors vous, au départ, vous êtes scientifique. Au départ. Vous avez mal tourné alors. Vous avez beaucoup travaillé sur le thème de la ville intelligente, durable et sensible, ce qui vous a conduit à élaborer le concept de ville du quart d'heure, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et accessoirement aussi, je crois que vous travaillez... Pardon, mes lunettes glissent, j'ai un peu chaud. Sur ce thème à la mairie de Paris, auprès d'Anne Hidalgo. Marie-Hélène Millet, on commence avec vous. Alors, comment rendre nos villes plus inclusives? Et puis, comment vous travaillez à l'AMF, l'Association des maires de France, sur cette thématique? Vous avez un micro. Oui, il ne faut pas qu'on mélange nos miasmes. Très bien. Bonjour à tous. Donc déjà, je voulais vous dire combien j'étais heureuse d'être venue ici pour votre congrès, même si malheureusement depuis hier, je suis un peu grippée, donc je n'ai pas pu suivre forcément toutes les tables rondes qui m'intéressaient, mais j'ai quand même pu échanger avec certains d'entre vous. Et c'est vrai aussi qu'on voit aussi la diversité des territoires en discutant avec vous. Simplement, donc, je représente l'association des maires de France. Comme l'a dit notre animatrice, Mme Germain, donc je suis maire d'une commune de 22 000 habitants. Et aussi, je fais juste un petit point contextuel pour vous dire aussi pourquoi ces thématiques... elles ont aussi une résonance parce que pendant des années et toujours aujourd'hui, je suis impliquée dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées au sein de Mona Lisa, dont M. Villiers nous a parlé hier. Et j'ai aussi assez récemment passé un master en gestion de risque et qualité. Alors, la gestion de risque avec une crise comme celle qu'on vient de vivre, finalement, ça sert pas seulement en établissement. C'était votre diplôme de fin d'études, merci. Voilà, et je travaillais aussi en tant que directrice adjointe d'EHPAD jusqu'à avril dernier. Donc, pour un moment, j'ai cumulé, on va dire, ses propres élus. On ignorait cette expertise. Mais là, c'était plus cumuler une activité professionnelle en EHPAD et aussi en tant que maire. Donc, finalement, avec de la gestion de crise des deux côtés. Donc, voilà, c'était simplement pour rappeler aussi cet attachement, rappeler aussi l'attachement de l'Association des maires de France que je représente à cette thématique. Et aussi rappeler aussi combien, comme vous et comme de nombreux acteurs l'ont exprimé aussi depuis hier, on était plus que dépité du report puis de l'abandon sur la loi grand âge. Parce que voilà, il nous semble que depuis des années, on promet, et finalement, il ne se passe rien de vraiment structurant au niveau de l'État. Et je dirais, vous, les directeurs ou les responsables de services à domicile, comme nous au niveau des villes, on a aussi besoin de quelque chose qui nous soutient et qui, comme le dit le titre aussi, c'est des liens gagnants. Donc voilà. Donc ça, je voulais quand même exprimer ce regret parce que je pense que c'est important que
votre fédération, elle sache aussi qu'elle est soutenue par d'autres associations, dont l'Association des maires de France. Je voulais aussi partir de ce qu'on a tous vécu, de cette crise sanitaire, et finalement, cette crise, elle nous a aussi montré ce lien, en fait, la nécessité du lien, je dirais, la difficulté aussi du lien, puisque il y a eu des établissements où on fermait. Au niveau des communes aussi, on était finalement toujours dans la restriction et dans l'imposition. Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'ai fait ma campagne électorale, mon slogan, c'était « Créer du lien ». J'ai été élue en juillet 2020 et en septembre, j'ai dit aux gens « Restez chez vous, surtout tenez-vous loin des uns des autres, mettez des masques et surtout ne nous rencontrons pas ». Donc finalement, ce paradoxe aussi, il nous a beaucoup questionné aussi, nous par exemple en tant que commune, et on s'est dit comment on peut recréer du lien. Donc simplement, je voulais aussi exprimer aussi les positions de l'association que je représente pour dire que justement cette crise, elle a montré aussi le rôle, je dirais, des élus très proches du terrain comme les maires, puisque finalement, assez vite, on a dû organiser du portage de repas, du portage de médicaments, de la distribution de masques, et puis après, tout ce qui est organisation de la campagne de vaccination. En lien ou pas d'ailleurs avec les établissements sur le territoire, parce qu'en discutant hier avec plusieurs d'entre vous, je me suis rendu compte que les situations elles sont très contrastées. Certains sont en fait des entités qui n'ont pas forcément de lien avec leur commune, et d'autres au contraire sont très imbriqués dans leur commune. Donc je pense qu'il y a des facteurs aussi de réussite sur lesquels on pourra s'appuyer dans l'avenir. Je suis peut-être un peu longue. Ah non, pas du tout. Non. Alors, du coup, oui, voilà, je voulais expliquer un petit peu ce que nous, on défendait au niveau de l'AMF, notamment dans le cadre de la contribution qu'on a fait au Ségur de la santé. D'abord parce que justement, quand on est dans une commune, on se rend compte de la nécessité de travailler les uns avec les autres, que ce soit les entreprises, le secteur associatif, les bénévoles et les citoyens. Et que finalement, dans le médico-social, c'est un peu pareil. Souvent, il y a beaucoup de silos. Et nous, on se rend compte que on a une nécessité à casser ces silos. Alors, c'est peut-être un vœu pieux, parce que c'est aussi un vœu qui est fait depuis de nombreuses années. Mais vraiment, on souhaite que pour que les politiques publiques puissent être efficaces, on puisse apprendre à mieux travailler les uns avec les autres. La question des aidants aussi, qui est un sujet de préoccupation des élus. Donc là aussi, on attend une plus grande implication des pouvoirs publics, tout comme sur la question de la prévention, de la perte d'autonomie. Pour les EHPAD, il y a quelque chose aussi qui nous parle, parce que vous savez que dans une association de maires, il y a des villes comme Paris aussi où travaille Monsieur Moreno, mais il y a des très très petites communes. Et finalement aussi, il y a des communes sur lesquelles il y a des EHPAD de petite taille. Et il nous semble qu'il faut dépasser la notion de lit, de quantité de lits, parce qu'en fait, il y a un moment donné aussi, il faut aussi des fois s'appuyer sur ce qui est dans le territoire et pas vouloir forcément imposer un modèle unique. Donc, avec des liens sur les autres services, comme les services d'aide à domicile, et évidemment d'autres structures qui peuvent être présentes sur le territoire. Donc, conforter le rôle des EHPAD, c'est ce qui est préconisé, et notamment le rôle des petits établissements. Repenser aussi, je dirais, ce modèle. Donc, là, je pense que beaucoup d'entre vous ont lu le rapport Broussy, où je trouve qu'il y a des pistes intéressantes aussi sur qui étaient déjà connues, mais qui reprennent le principe, par exemple, de l'EHPAD plateforme, sur lequel on peut s'appuyer. Et là, je dirais que la commune, elle a vraiment son rôle à jouer aussi dans le rôle d'animation et de mise en lien des acteurs. Favoriser le maillage, en fait, du territoire. Et le maillage, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est du lien aussi. Et c'est parce qu'on arrive à travailler les uns avec les autres aussi qu'on peut avoir une meilleure qualité de prise en charge. Favoriser aussi la représentation des EHPAD au sein des instances de concertation dans le territoire, des instances aussi de politique de santé.
Au niveau des services d'aide à domicile, on se rend compte qu'il y a vraiment une très très grande hétérogénéité aussi sur le territoire, suivant les modes de prise en charge et autres. Ça met certaines communes ou certains départements en grande difficulté aussi financière, puisque certains n'ont pas forcément les moyens de la métropole de Lyon, qui, je le rappelle au passage, est la seule collectivité en fait qui a les compétences du département, les compétences sociales. Mais c'est une métropole avec une attractivité qui fait qu'elle a aussi des rentrées financières qui lui permettent d'absorber ses dépenses sociales, mais ce n'est pas le cas sur tous les territoires. Et je parlais hier avec des personnes sur des territoires plus isolés, plus centraux, où j'imagine que c'est une préoccupation aussi pour les maires de ces communes. Donc, on souhaiterait que l'accessibilité financière des établissements et des services d'aide à la personne soit favorisée pour diminuer le reste à charge, et aussi pour les familles les plus modestes, parce que c'est pas vous que je vais apprendre qu'il y a des personnes qui réduisent leur plan de prise en charge, voire qui ne le prennent pas parce qu'en fait leur reste à charge est encore trop élevé. Et puis, je dirais qu'il y a aussi une réflexion sur les métiers, parce que on le voit encore plus, je dirais, au sortir de la crise, parce que je pense que vous êtes aussi tous confrontés à des soucis de recrutement. Donc il y a des multiples facteurs, mais je pense qu'il y a aussi l'usure, les salaires, aussi peut-être la quête de sens, parce que finalement cette période de crise, elle nous a montré aussi qu'on avait, au-delà du lien, envie d'avoir un métier qui ait du sens. Et nous, on plaide pour une revalorisation de ces métiers du grand âge. Alors, je vois que Madame Germain regarde sa montre. Ah non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, j'avais envie quand même de vous partager... Non, je vous en prie, il vous reste du temps. Pas de problème. Il me reste du temps. Très bien. Parce qu'à l'école, j'étais toujours punie, puisque j'étais très bavarde, alors donc je me méfie. J'avais envie de vous parler, en fait... parce que je pense que sur l'urbanisme, je laisserai des personnes beaucoup plus compétentes que moi, notamment sur tout ce qui est urbanisme de ville, mais on échangeait tout à l'heure avec Mme Mariole Maté sur la ville, parce que c'est vrai que moi aussi, quand je vais dans une autre ville, j'aime bien voir comment elle est construite pour m'en inspirer. Et hier, je me faisais la réflexion, le maire d'Ajaccio n'est pas là, donc mais qu'en fait, il y a très peu de trottoirs et qu'il y a des endroits, en fait, on marche et tout d'un coup, on se retrouve sur la route. Et je me dis, ça, c'est une ville, par exemple, j'imagine que pour une personne âgée, c'est compliqué, mais pas que, c'est aussi compliqué pour une maman qui a une poussette, c'est compliqué pour une personne qui a des béquilles. Et en fait, c'est ça aussi, c'est comment on se nourrit les uns des autres. Donc, je pense que vous nous apporterez votre réflexion sur l'urbanisme. Mais finalement, quand on adapte l'urbanisme aux plus fragiles d'entre nous, c'est aussi gagnant, en fait, pour tous. Parce que c'est aussi une ville où, finalement, on peut circuler, où il y a des trottoirs. Ça veut dire que c'est une ville où on peut se rencontrer. C'est une ville où, finalement, on va créer du lien. Et ça, c'est aussi très important que dans la ville, en fait, on ait des espaces aussi de respiration. Et puis, j'avais envie aussi de vous parler un peu de ce qui fait, de ce qui se passe ailleurs, parce qu'en fait, je trouve aussi que on peut s'inspirer aussi d'autres pays. Alors, j'ai amené un petit livre, c'est un peu mon livre fétiche quand ça s'appelle Vieillir ensemble. C'est un tour du monde des solutions qui rapprochent les générations. Parce que quand on veut créer du lien, c'est aussi ça qu'on peut faire, c'est se dire, faire de l'intergénérationnel. Mais l'intergénérationnel, souvent, enfin, je peux le dire d'une manière très détendue en tant qu'élu, c'est souvent une tarte à la crème. On se dit, tiens, on va mettre des vieux, des jeunes, puis ça va faire de l'intergénérationnel. C'est pas ça, l'intergénérationnel. Il faut que ça peut pas être plaqué. Il faut que ça puisse être quelque chose qui, justement, est créateur de liens. Mais le lien, il peut pas, enfin, c'est comme une relation. Ça se fait pas en 3 minutes. À part pour les coups de foudre. Mais voilà, sinon, ça demande du temps, ça demande d'avoir été réfléchi, et surtout, ça demande d'avoir été construit avec les personnes, et non pas plaqué. C'est pas parce qu'on va mettre une crèche en bas de l'EHPAD que va y avoir des relations entre les personnes de l'EHPAD et les enfants et les parents de cette crèche. Et est-ce qu'on a demandé aux parents de l'EHPAD s'ils avaient envie d'avoir une crèche en bas ? Donc voilà, je pense qu'il y a ces modèles. Il y a un modèle qui est intéressant, c'est en Allemagne,
où il y a des maisons intergénérationnelles. Et ça a fait écho à un projet que j'ai suivi sur Lyon avec un café qui s'appelle Chez Daddy et qui va s'installer dans une résidence en fait de personnes âgées qui est déjà couplée avec une résidence étudiante. Donc là, il y a une vraie mixité. J'y suis allée, il y a des vrais échanges déjà entre les personnes âgées. C'est une résidence étudiante pour des étudiants du Crous, donc une résidence sociale. Et en fait, ça permet à des jeunes d'habiter dans le centre de Lyon, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, et justement d'avoir des échanges avec ces personnes, avec un quartier qui est justement, je pense, qui peut bien illustrer aussi la ville du quart d'heure où tout est accessible. Alors en l'occurrence, à la fin de la séquence, on ira faire un petit tour en Suisse. Ah, donc, on ira faire un tour en Suisse. Et puis avec Roland Grunder pour voir comment ça se passe. C'était l'exemple du Japon, où une maison, alors je ne parle pas du tout japonais, donc je vais sûrement Aoi Care, je pense, et qui est en fait un endroit qui a été conçu par un infirmier et où en fait sont présents des logements sociaux, un accueil de jour et aussi des personnes qui ont des problèmes cognitifs qui habitent tous ensemble. Voilà, il y a une communauté en fait qui s'est formée et donc une création de liens. Et ce que je voulais simplement dire en conclusion, c'est que voilà, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, se nourrir de ces expériences, effectivement avoir comme vous la compétence de voir ce qui serait nécessaire, ça peut pas se faire non plus sans moyens. Et je pense aussi que c'est le rôle des élus et de vous en tant aussi que la FNADEPA, les fédérations, de dire que vraiment, il y a un moment, ça suffit. Il faut aussi, on parle tout le temps de vieillissement, d'adaptation de la société au vieillissement, mais elle va pas s'adapter toute seule. Il va aussi falloir, si on veut qu'il y ait des changements profonds et des adaptations, aussi un moment qu'on dise, voilà, on va donner aussi de l'argent pour le faire. Donc voilà, je voulais simplement dire en conclusion que vous pouvez compter sur moi pour, au niveau de l'Association des maires de France et de la Commission des affaires sociales, pour faire remonter aussi vos besoins, vos préoccupations, et puis qu'on soit solidaires et en lien pour justement que ça avance. Vous me servez une belle transition parce que justement en préparant cette table ronde avec Brigitte Bariol-Matet hier, vous me disiez que vous, directeur d'établissement et de service, vous devez prendre conscience de votre poids dans la cité, qui peut se transformer en poids politique et que vous n'en avez pas forcément conscience. Vous pouvez faire entendre votre voix, je crois. Vous vouliez insister là-dessus, je me permets de le reprendre. Et alors, à la FNO, vous avez publié un cahier sur le thème Vieillir en ville, que je vous engage vivement à consulter. Je crois que vous en avez apporté quelques exemplaires. Il est peut-être aussi visible en ligne. Hein. Oui, il est accessible. Et alors, c'est un livre qui pose plein de questions, enfin un cahier qui pose plein de questions et puis qui apporte aussi des réponses concrètes, pratiques dans plein de villes de taille et de cultures différentes. Donc voilà, je vous engage à vous y reporter. Quelles sont les grandes lignes des questionnements que vous posez ? Bonjour à tous. Et moi aussi, je suis très heureuse d'être au milieu de vous parce que c'est quand même très enrichissant de se confronter à un monde professionnel, une sphère professionnelle qui n'est pas notre sphère habituelle, quoique. Mais où on retrouve des mêmes questions, parce que si votre ADN c'est le lien social, le travail avec les personnes, le nôtre dans les agences d'urbanisme c'est le lien territorial, et lien social et lien territorial c'est quand même très lié. Et vous faites un très beau métier, je voulais vous le dire, sans doute très difficile dans la période écoulée, et bravo pour ça. Alors effectivement, vous êtes aussi des acteurs des territoires dont vous ne mesurez peut-être pas obligatoirement l'impact, mais souvent l'EHPAD c'est le principal employeur, pourvoyeur d'animation, notamment dans les territoires ruraux, et il y a sans doute un vrai chantier de travail en commun avec les collectivités, avec les urbanistes, pour avoir vraiment une approche intégrée des problématiques de vieillissement dans les territoires.
Alors, que font les agences d'urbanisme? Il faut que je vous présente un peu quand même les outils. Donc, ce sont des outils d'ingénierie public, partenarial. L'ADN, c'est donc de travailler avec plusieurs collectivités qui sont membres d'une association loi 1901. Donc, ce sont des structures souples qui ont aussi des équipes pluridisciplinaires d'urbanistes, de géographes, de sociologues qui travaillent dans une logique d'intérêt général sur un territoire. Alors, l'AFNO rassemble la 50aine d'agences d'urbanisme qui sont de tailles diverses sur le territoire. Et c'est à la fois un réseau d'élus, puisque ce sont des élus qui sont présidents, qui pilotent, représentent les collectivités dans les agences d'urbanisme. Et c'est aussi un réseau de professionnels qui échangent beaucoup et qui travaillent de manière très étroite, notamment avec les collectivités, les associations de collectivités. Vous connaissez peut-être d'ailleurs le président de l'AFNO, qui est le président de la région Grand Est, Jean Rotner, qui a été assez impliqué sur les enjeux Covid. Alors, comment travaillent les agences sur ces enjeux de vieillissement? C'est pas un sujet totalement nouveau, puisque les agences ont toujours travaillé autour de ces enjeux. Il y a peut-être une vingtaine d'années, il y avait eu un programme Bien vieillir dans son village ou dans son quartier. Et donc avaient été appréhendés tous ces enjeux de vieillissement, de l'accueil des aînés dans toutes les politiques publiques, et notamment autour de 3 prismes: la question du logement, de l'habitat, mais dans toutes ses dimensions. On va voir que ça dépasse la question stricto sensu du logement. La question de l'accessibilité à tous les services, notamment les services de proximité, l'offre de soins, les commerces, la culture. Et ça pose la question notamment du transport et aussi de l'accessibilité numérique, puisqu'on a un peu l'accessibilité physique et l'accessibilité immatérielle à ces services. Et puis, dernier axe, et là je vais rejoindre ma voisine, tout le chantier de l'espace public, qui est le lieu des échanges, qui est aussi le lieu où les personnes âgées vont pouvoir rencontrer, croiser d'autres acteurs du territoire, qui est très important. Et c'est aussi un espace qui peut être hostile. Et effectivement, toute la conception des espaces publics est à repenser pour les adapter au vieillissement. Donc, un certain nombre d'agences ont travaillé, alors toujours en lien avec les collectivités locales, les acteurs du territoire. Une agence d'urbanisme, c'est un peu un côté couteau suisse sur les politiques pour mettre des acteurs autour de la table et essayer de trouver des solutions. Donc, un certain nombre d'entre elles, vous le verrez si vous consultez la publication, ont travaillé sur des secteurs qui peuvent être propices au vieillissement, en croisant plusieurs critères de proximité, donc des services, des commerces, de l'offre de soins très importante, des dessertes de transport collectif, pour identifier des lieux qui seront plus propices que d'autres à vieillir, à rester à son domicile ou à l'implantation de résidences dédiées. Il y a certains territoires qui ont fait des démarches originales. Par exemple, à Marseille, il y a le parcours d'Odette, qui est un personnage un peu fictif et qui rencontre des freins ou au contraire des aspects plus positifs dans son quartier, la manière de se déplacer, d'avoir accès à tous les services de la ville. Et puis, il y a le logement lui-même avec quand même un enjeu d'adaptation, puisque en général, il y a une espèce de ce qu'on appelle le parcours résidentiel, le parcours de vie, où souvent, au tournant de la soixantaine, des jeunes retraités, les personnes reviennent dans les centres, bourgs, villes, à proximité, et puis ensuite, il faut adapter le logement pour pouvoir y
y rester. Ça passe par l'adaptation des douches au lieu des baignoires. Il y a tout un design du vieillissement qui est étudié. Et puis ensuite, le passage dans des résidences qui peuvent être résidences seniors et puis EHPAD. Enfin, tout ce cycle-là, il est souvent pas si fluide qu'on l'imagine. Il y a souvent des périodes de crise où il faut trouver pour des familles une place en EHPAD de manière un peu urgente. Et on sent bien qu'il y a un travail d'anticipation, alors à la fois de ces parcours résidentiels personnels pour que les personnes se projettent dans cette évolution, et puis, alors plutôt du côté des collectivités, là, de l'intérêt général, prévoir aussi l'évolution des parcs de logement qui doivent s'adapter, et notamment, il y a actuellement quand même de gros problèmes de vieillissement, par exemple des tissus pavillonnaires, où toutes les personnes sont arrivées à peu près au même âge et partent au même âge, donc avec des enjeux de renouvellement et il y a aussi de vraies difficultés dans les quartiers en politique de la ville, puisque ce sont souvent des quartiers qui sont plutôt, dans les politiques, sont plutôt tournés vers les jeunes, et il y a des gros problèmes de vieillissement, d'accès à des offres adaptées pour les personnes âgées. Donc cet enjeu des parcours résidentiels et de l'évolution des parcs de logement est vraiment très importante, aussi bien pour les familles, ou pour les personnes que pour les collectivités pour pouvoir le gérer. Le deuxième axe sur lequel travaillent beaucoup les agences, c'est la question de l'accessibilité. Pouvoir, dans un monde où, quand on vieillit, on a moins de facultés, l'espace de vie se réduit un peu, pouvoir accéder facilement, ça passe beaucoup, bien sûr, par la possibilité de se déplacer à pied, on y reviendra, et puis aussi par la possibilité d'avoir accès au transport collectif, qui peut être aussi une source de stress si l'arrêt de tramway n'est pas adapté, s'il est loin. Il y a aussi toute la question de l'information. Très souvent, les personnes n'ont pas obligatoirement l'information qui peut passer par Internet ou des outils qu'elles ne maîtrisent pas. Il y a la question aussi de la tarification. Il y a souvent des tarifs sociaux que les personnes ne connaissent pas forcément. Et donc, c'est toute une réflexion pour partir de l'usage de la personne pour l'adapter, qu'il soit le plus fluide possible. Et par exemple, sur la question des territoires qui sont peu denses, qui ont peu de transport collectif, il y a un certain nombre de collectivités qui mettent en place, notamment en direction des seniors, des offres de transport à la demande qui permettent d'avoir des services réservés d'avance, et notamment pour les personnes âgées, voire d'utiliser, dans certains cas, des transports scolaires de manière un peu mixte. Mais ça suppose un peu d'agilité des collectivités, ce qui n'est pas toujours facile à faire, parce qu'il faut dépasser ces logiques de silos. Et puis, par exemple, sur la question de la tarification, j'ai l'exemple de Dunkerque qui a mis en place le bus gratuit, et ça a totalement changé le rapport aux personnes âgées qui n'avaient plus la crainte de prendre un ticket. Voilà. Donc, c'est devenu un lieu de sociabilité. Idem pour l'accessibilité numérique. Ça a été un peu évoqué ce matin. Il y a quand même encore près d'un quart des Français qui sont en situation d'électronisme, c'est-à-dire qui ont des difficultés d'usage du numérique. Et donc, il y a tout un enjeu d'accompagnement de ces acteurs dans l'usage du numérique. Alors, il y a un certain nombre de politiques qui sont déployées pour des aidants numériques, pour des hubs numériques. Peut-être Carlos l'évoquera, je ne vais pas trop développer, mais il y a cette notion de droit d'accès. Le numérique est devenu un accès un peu incontournable à beaucoup de services, notamment avec la pandémie, et c'est ce droit d'accès et d'être en capacité de le faire qui est important, alors soit de manière physique en pouvant se déplacer, soit par numérique en étant accompagné pour dépasser les freins éventuels. Et puis le troisième axe sur lequel travaillent beaucoup les agences, c'est
l'adaptation de l'espace public. L'espace public peut être un parcours du combattant, parce qu'à un moment, il n'y a plus de trottoir, il faut traverser. Donc, il y a toute une conception des espaces publics pour les adapter à la marche. Alors, ça s'appelle la marchabilité, c'est-à-dire la continuité des parcours, la qualité, la sécurisation, la qualité des matériaux, la lisibilité, le fait aussi de pouvoir faire des pauses, parce que le mobilier urbain, quelquefois, est très peu adapté, voire il a été enlevé parce que c'était conçu comme une source d'insécurité. Alors, quand on est âgé, il faut pouvoir se poser de temps en temps. Voilà. Donc il y a toute une réflexion sur la qualité, la conception des espaces publics pour les adapter. Et puis également, l'espace public, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu du lien social, où une personne âgée, qui peut encore sortir, peut se poser dans un jardin public, regarder des enfants. Enfin, pour faire référence aussi à l'intervention qu'il y a eu hier sur la culture, l'espace public, c'est aussi un lieu de repère culturel. Je pense que dans une maison de retraite ou dans le domicile, c'est très important d'avoir ce repère culturel, notamment au paysage, qui est une source de sécurisation des personnes et aussi une richesse. Voilà un peu sur quoi travaillent les agences. Peut-être un message à nouveau j'insiste sur cette réflexion sur les parcours résidentiel. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Sur aussi la notion de dépasser les silos pour avoir vraiment des politiques transversales sur le vieillissement. Et puis, sur cette notion aussi de droits fondamentaux de ces personnes aînées. Et je pense qu'on est tous concernés par nos familles et par nous-mêmes un jour ou l'autre. Mais le plus lointain possible. Carlos Moreno, c'est quoi la ville du quart d'heure? Et est-ce que finalement la proximité, c'est la clé de tout? Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être à cette table ronde où la présence féminine est écrasante. Je suis ravi. Donc, dans le sanitaire et social, c'est souvent le cas. C'est une très bonne chose et j'aimais pas beaucoup pour ça. Donc, bravo. Et ensuite, j'étais très attentif et j'ai suivi les propos de Madame la maire et Brigitte. Donc, on est vraiment complètement en phase avec tout ce que tu as pu dire. Et du coup, effectivement, la ville des quarts d'heure est parfaitement complémentaire par rapport à ces approches-là. J'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec Luc Brossy, dont tu as cité tout à l'heure les rapports, je pense, bien vieillir ensemble. Et cette question, justement, dans ces rapports que vous connaissez, donc, a été abordée, la proximité. Donc, la proximité comme une clé aujourd'hui importante pour ce qu'on a pu écouter, donc créer du lien, prendre soin des personnes âgées pour mieux vivre ensemble, et l'espace public tel comme Brigitte Bariol-Maté vient de l'évoquer, et optimiser les ressources que nous avons mais que parfois nous-mêmes nous ignorons. Donc c'est quoi la ville des quarts d'heure? C'est un concept que j'ai bâti déjà publiquement il y a 6 ans, donc après la COP 21 à Paris. On sera dans quelques semaines avec la COP 26 à Glasgow. Et donc, la matière première d'origine a été comment faire que dans nos villes, qui sont les principales contributrices à l'émission de CO2, les feuilles de route qui veulent que nous soyons en 2050 avec la neutralité carbone, et on doit réduire assez radicalement nos émissions de CO2. On doit diminuer, il y a 5 ans, lors de la COP21, des 45%. On a pris beaucoup de retard. Maintenant, c'est 65% d'émissions de CO2. Et donc, ma réflexion lors de la COP21 à Paris était de dire, si les villes sont les principales contributrices aux émissions de CO2 et dans les villes, c'est les transports
qui est les principaux contributeurs. Donc on doit se poser la question pourquoi nous déplaçons autant, quelle est l'utilité sociale de la manière de se déplacer et comment ce transport est adapté à diverses catégories de population qui existent, qui sont très variées, et parmi elles, donc, les personnes âgées qui sont en bonnes conditions, celles qui ne sont pas en bonnes conditions, des personnes qui ne sont pas autonomes, même si elles ne sont pas les personnes âgées, hein, donc les handicapés, voilà. Donc je me suis à mettre en question, et plutôt d'abord l'interrogation, pourquoi on se déplace. Et je vous donne 2 chiffres, je dirais, qui résument de manière assez quasiment flash à quoi je suis arrivé. Le premier constat est que dans les régions dans lesquelles il y a une activité professionnelle donc importante, c'est pas uniquement Paris, c'est pas uniquement Lyon, c'est assez général. On constate un effet pendulaire très important. Les gens se déplacent énormément pour aller travailler. Ça consomme une ressource importante en temps et une dégradation de qualité de vie, que ce soit par les transports de masse, par les transports individuels. Et ça représente aujourd'hui globalement la population active qui se déplace tous les matins à peu près dans les mêmes heures, entre 6h30 et 9h, et les soirs entre 6h et 8h. Vous avez globalement 70% de la population active qui vient converger vers moins de 10% du territoire. C'est-à-dire que les populations travaillent dans des zones très très concentrées. Et donc, il y a ces déplacements pendulaires massifs avec l'effet inverse le soir quand les gens partent dans l'autre sens. Ça, c'est le premier constat. Et ça, c'est les reflets d'une situation qui a échappé à tout le monde et pour lesquelles nous subissons les conséquences. On le voit, que ce soit à Paris, à Lyon, à Marseille, pour citer donc aux 3 grandes villes, mais c'est le cas aussi à Toulouse, à Bordeaux, avec qui je travaille. C'est le cas aussi à Nantes, par exemple, parce qu'il y a une très grande attractivité métropolitaine. Et le deuxième élément, c'est que le bâtiment que nous avons construit, tout ce qui existe depuis des dizaines, voire centaines, même plus, donc Paris est une ville millénaire, mais Caen aussi, donc on va fêter bientôt son millénaire. Et il faut savoir que les statistiques numéro 2, aujourd'hui, globalement, un bâtiment qui est construit, payé, amorti, mais sur lequel est en parfait état, il est utilisé globalement entre 30 et 40% de son temps utile. Ça veut dire que si on tourne à l'inverse, un bâtiment aujourd'hui, il est vide entre 60 et 70% de son temps utile, parce qu'il ne sert qu'une seule chose. Voilà. Donc, imaginez le nombre de mètres carrés qui ne sont pas utilisés, qui ne servent à rien, puisqu'elles sont vides, parce que c'est une seule activité, celle qui est déplacée. Dans une école, on prend des cours, dans un restaurant, on mange, dans un café, on boit, dans une mairie, on fait des papiers administratifs, dans un gymnase, on fait du sport, etc., etc. Donc, ces 2 effets, pendulaire et des peu d'utilisation, conduisent à des effets qui sont l'isolement, l'angoisse, la solitude, puisque les gens désertent leur quartier où ils habitent pour aller dans les lieux où ils travaillent, donc il ne se passe rien dans les quartiers, et les soirs, les lieux dans lesquels ils travaillent, quand ils reviennent, là où on est allé travailler, il ne se passe plus rien à partir de 18h, ce sont des quartiers qui sont plutôt livrés à eux-mêmes, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, donc la ville des quarts d'heure est sortie de ces réflexions-là, changement climatique, pendularité, sous-utilisation du bâti, surutilisation de l'espace public pour les voitures, parce que la conséquence, c'est que donc, il faut bien que les gens puissent traverser la ville pour aller d'un point à un autre, donc on fait des grands axes, des rues qui sont donc prises par les voitures. Tous ces espaces qui sont pris pour la voiture, il n'est pas pris pour les activités humaines, donc on dégrade encore plus la qualité, doublement, parce que les voitures ne font que passer, elles ne génèrent pas d'activité économique locale. En plus, il y a les bouchons, la pollution, les particules fines, et de l'autre côté, cet espace public, il est enlevé à l'utilisation, donc pour faire des activités dans lesquelles on peut générer. Quel rapport avec donc les seniors? Je disais à Luc Brossy, quand on a travaillé sur le rapport Vie Ensemble, qui est finalement la proposition que nous avons faite déjà il y a 5 ans, mais elle était passée un peu comme une utopie, parce que j'avais dit, il faudra à ce moment-là qu'on change notre mode de vie pour aller vers des villes qui ne soient pas spécialisées. J'ai travaillé à l'ouest, j'habite à l'est, ou au nord, ou au sud, mon centre administratif. Je disais, il faut qu'on aille vers des villes dans lesquelles
on a cette notion de polycentrisme, donc des activités un peu partout, qu'on irrigue davantage des services, qu'on ait de la mixité d'usage, que la mixité fonctionnelle, qu'on ait aussi de la mixité sociale, que l'espace public soit récupéré, qu'on aille vers les rafraîchissements de la ville, qu'on crée des activités, y compris dans l'espace public, qu'on offre des activités culturelles. Et j'ai proposé donc aussi six choses que je vais appeler donc les nouveaux modèles de vie urbaine, qui est donc le fait de pouvoir, dans une proximité, habiter dans des conditions dignes, travailler de la manière la plus décentralisée en évitant la pendularité, accéder à ses achats, donc par des surcoûts et de bonne qualité, accéder à la santé publique, physique et mentale, et accéder à l'éducation et à la culture, et accéder aux loisirs en harmonie avec la biodiversité, de l'air non pollué, de l'eau qui rafraîchit, de la végétalisation. J'ai appelé ça les 6 fonctions sociales urbaines et territoriales, et toutes les statistiques que nous avons pu faire sur le terrain, dans des grandes villes, dans des petites villes, dans des régions, nous ont conduit sur le fait que si on propose ces fonctions sociales, soit de manière physique, soit comme tu le disais par le numérique. Donc on le fait ici en Corse, on travaille ici, on est très présent également donc en Corse, plutôt en Balagne. Et on a cette capacité alors pour développer ce que nous appelons une proximité heureuse. Si on offre la possibilité d'éviter, de travailler, de se soigner, d'avoir ses courses, d'avoir accès à la culture et aux loisirs, naturellement, on va se déplacer moins. Donc c'est le premier objectif donc écologique. Automatiquement, on va créer des nouveaux modèles économiques parce que localement, on va revitaliser l'économie, créer des emplois, industrialiser, créer de l'activité. C'est ce qu'on fait à Spellancato avec donc des bâtiments qui étaient isolés donc en Balagne, des bâtiments qui étaient pratiquement en perdition, que finalement la mairie de Spellancato a acheté. Avec Orange, ils ont mis de la fibre optique. Et il y a un projet qui a été bâti pour que les gens qui traversaient Spellancato pour aller travailler à 40 minutes, 50 minutes, voire plus, quand c'est l'hiver qu'il neige, et plutôt s'arrêtent dans ces lieux-là pour les gens qui habitent à 20 minutes ou une demi-heure. Ils sont là en mode travail à distance, mais ils sont pas en pyjama chez eux en train de travailler. Ils sont socialisés dans un lieu. Et dans ces lieux-là, ils vont travailler une journée, 2 ou 3. Ça évite la fatigue, ça permet de faire ce travail. Mais il y a d'autres personnes qui vont venir à cet endroit-là. On crée de l'activité. Il faut bien manger à midi, donc il y a des restaurateurs. Il y a des circuits courts qui se sont créés. Et donc il y a des bars qui servent le soir des coups à boire. Il y a de la musique, il y a de la culture. Et en fait, c'est en train de se recréer une activité. Vous le voyez sur Spellancato aujourd'hui. C'est un vrai succès. C'est même une référence aujourd'hui dans la matière, dans cette territorialité. Donc par rapport à nos personnes âgées. Personnes âgées, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et on veut que ces modèles des proximités heureuses puissent profiter à ceux qui naturellement sont en situation donc de difficulté à se déplacer. Tu le signalais tout à l'heure. Donc on peut offrir pour les personnes âgées ce que nous appelons des EHPAD donc sans mur, donc on appelle comme ça. On appelle ça les EHPAD plateformes. On appelle ça des services de proximité inversés. C'est-à-dire que plus on irrigue un lieu dans sa proximité, plus on peut repérer les personnes donc qui sont en difficulté des déplacements, les personnes âgées, les personnes qui ont besoin des services, et plus donc on peut faire ce que j'appelle la mobilité inversée. Je dirais, les services viennent à eux, sans qu'ils soient enfermés, on va dire de manière un peu péjorative, mais sans qu'ils soient uniquement dans un univers qui est leur des matins au soir. On peut avoir un peu plus d'ouverture. J'ai proposé pour le rapport Brossy la création de quelque chose donc par rapport aux aides départementales qui existent d'aide de l'autonomie, de ce qu'on appelle les médiateurs de services de proximité. J'ai proposé qu'on puisse donc avoir dans la catégorie de services qu'on offre en proximité les médiateurs dont leur rôle sera de créer un lien, qui est le titre de votre conférence, de créer un lien entre les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes fragiles, les personnes en perte d'autonomie. Ces 4 catégories ne sont pas exactement les mêmes, et qui, en étant donc répertoriées, on puisse avoir une palette de services qu'on a créés par les services de proximité qu'on ramène avec la ville des quarts d'heure, et on offre ces services avec des distances qui vont aller de 50 mètres à 500 mètres,
Ou alors, si on doit aller au-delà des 500 mètres, on mobilise donc ce qu'on appelle des services de mobilité dédiés, avec les transports à la demande, avec des voitures partagées, avec des voitures partagées, avec ce qu'on appelle des parcours accompagnés. Un parcours accompagné, ça peut être aller prendre 1, 2, 3 personnes, les amener à une activité culturelle, les amener à une activité de loisirs, les amener tout simplement à un espace public, comme tu disais, dans lequel on a mis des bancs, par exemple, et dans lequel on fait de l'intergénérationnel, parce que c'est lieu de vie, et non pas des lieux dans lesquels on est forcé. Je partage ce qu'a dit madame. Ce n'est pas parce qu'on met une crèche et un EHPAD que les liens intergénérationnels sont créés. Parfois, c'est même le contraire. On obtient par contre un espace public bien utilisé et dans lequel on mélange des équipements pour des personnes âgées et des équipements donc pour des enfants, et qu'on fait ces parcours accompagnés. À ce moment-là, ça crée une nouvelle vitalité, ça crée des rencontres, ça crée finalement, la seule chose qui nous intéresse à vous tous et toutes, c'est cette notion de lien. Donc, la ville des quarts d'heure, c'est les liens dans la proximité. C'est l'humain au bout de la rue. Et pour les personnes âgées, c'est ce que j'appelle donc les services et des mobilités inversées. On rapproche les services parce que la ville des quarts d'heure, c'est deux services donc qui foisonnent un peu partout dans la ville avec des nouveaux modèles économiques et nouveaux modèles d'usage. Et on prend la catégorie des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, âgées et fragiles, vulnérables, fragiles et en situation donc de difficulté de mobilité. On crée des régions d'action et on vient répertorier dans toutes ces régions d'action qu'est-ce qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, on les cartographie avec du numérique. Nous, on a créé une plateforme numérique qui permet de cartographier à l'échelle 100 mètres par 100 mètres d'une ville, d'un territoire, d'une communauté de communes ou d'une région. On les raccroche aux activités, aux usages, aux infrastructures. On peut même savoir quel est le taux de remplissage à un instant T. Et à ce moment-là, on organise ce que nous appelons les activités distancielles, c'est-à-dire 50, 100, 150, 200, 300, 500. On crée un répertoire et donc le service des médiateurs, et c'est celui qui va espèce de puiser dans un grand éventail des services disponibles pour les servir aux uns et aux autres, même si c'est pas un EHPAD, ça peut être 2 EHPAD, 3 EHPAD, 4 EHPAD, des lieux dans lesquels il y a des personnes qui vivent chez elles. Tu le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus des gens aussi qui préfèrent aller en centre-ville parce qu'il y a une situation de mobilité. On le voit en Balagne. Il y a énormément de maisons qui sont en campagne et qui sont en vente parce que les gens ils préfèrent aller habiter à Calvi, en situation de fragilité, que de rester isolés dans leur lieu. Les hivers sont rudes ici, vous le savez, etc. Voilà. Donc la ville des quarts d'heure, c'est cet ensemble de médiations, des services avec une proximité heureuse pour créer des liens sociaux, éviter que les gens travaillent en pyjama chez eux, pour que ça crée des liens sociaux et qu'on ne s'enferme pas à l'heure de Covid. Mais c'est pareil pour les personnes âgées et les personnes à fragilité, éviter qu'ils soient dans l'isolement chez eux, mais qu'on crée un espèce de lien social dynamique lié à notre capacité à développer des services dans cette proximité heureuse. Merci Marilène, désolée. Qu'est-ce que ça vous inspire à l'échelle d'une ville moyenne comme Saint-Genis-Laval et puis à l'échelle d'une agglomération comme Lyon Métropole ? Merci. Ça m'inspire plusieurs choses. Effectivement, je trouve que c'est intéressant comme concept. Après, c'est comment, par exemple, dans une commune comme la mienne, il se trouve qu'il y a une pression au niveau du foncier qui est énorme. Et en fait, la ville du quart d'heure, c'est plutôt... elle s'éloigne de plus en plus parce qu'en fait, les familles ne peuvent pas investir ni avoir des logements. Donc, effectivement, je pense que ça rejoint ce que vous disiez sur les logements parce qu'il y a aussi toute une... Avec le vieillissement de la population, par exemple, moi, je suis sur une commune où il y a plus d'un quart de la population qui a plus de 65 ans. Et en fait, c'est une commune qui aujourd'hui, je dirais plutôt pas aisée, mais qui est moyen plus. Mais on a quand même des quartiers politiques de la ville. Mais toutes les maisons, quasiment, en fait, ce sont des personnes qui les ont achetées il y a longtemps. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce qui va leur payer un peu leur fin de vie. Mais elles restent très longtemps dans leur maison. Et en fait, les jeunes couples avec des enfants, avec 2 salaires, ils peuvent pas forcément acheter sur la ville. Donc en fait, ils s'éloignent de la ville du quart d'heure. Et puis j'avais aussi une autre réflexion dans ce modèle-là, quid des familles ? Parce qu'en fait, quand vous le disiez, des fois il y a un peu la pression quand, par exemple,
on doit, quand il y a des solutions qui s'imposent des fois pour ses parents ou pour trouver un EHPAD, on ne trouve pas forcément l'EHPAD dans le quart d'heure autour de chez soi. Et après, du coup, ça génère de la distance aussi, des liens. Alors, bien sûr, il y a d'autres types de liens. On l'a bien vu pendant la crise Covid, qu'il y a eu aussi beaucoup d'initiatives de numérique, de tablettes, etc. Mais c'est pas si simple, quoi. Je trouve que le concept est intéressant, mais effectivement, ce que je partage, c'est vraiment qu'il faut remettre des activités. Je pense, les maires, ils ont compris aussi que remettre des commerces, c'est aussi tout ça qui crée de la vie, quoi. Donc, mais c'est pas. Alors après, améliorer le taux d'utilisation des bâtiments publics, je présume plutôt, ça peut aussi réduire la pression foncière, même si je pense que c'est difficile de transformer une école le jour en boîte de nuit. Enfin, il peut y avoir des concepts audacieux, mais. Vous savez, on a des exemples très. Mais ça, c'est juste pour l'anecdote, parce que vous m'étendez la perche. Mais à Paris, par exemple, on a des discothèques. Forcément, c'est une boîte de nuit, n'est ouverte que de 22h, dans les meilleurs des cas, à 4h du matin. Et sont transformées l'après-midi en salle de sport. Puisqu'il y a la place, il y a la musique, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste un coach qui manque. Et ils mettent de la musique, de la zumba, et ça fonctionne très très bien. Mais des exemples comme ça, il y en a énormément aujourd'hui. Pas uniquement à Paris, j'ai reçu, parce que c'est un concept aujourd'hui qu'il a pris vraiment dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle hier, j'étais pas là, j'ai reçu un prix international, parce qu'il y a énormément d'événements dans le monde. Merci. De tout le détail. J'ai reçu un mail du maire de Triport, que je connais pas personnellement. C'est une petite ville en Normandie, je crois qu'elle fait 3000 personnes. Il m'a écrit, merci pour votre concept. Je l'ai appliqué dans ma ville de Triport pour, justement, régénérer la ville au niveau de l'usage de ces lieux. Espace public, espace privé, bâtiment. Par contre, je dirais qu'il y a un élément essentiel par rapport à ce que vous dites sur la pression foncière et bâtimentaire qui est en réalité, c'est la notion de commun urbain. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, c'est ce qui s'est passé à Spellancato. Spellancato, donc c'est la mairie qui a acheté donc une maison qui était quasiment en ruine. Mais c'est la mairie qui a investi pour avoir un lieu qui devienne un commun territorial, en fait, qui est un lieu de travail dans lequel des employés de plusieurs mairies viennent et pour lesquels, donc, ces lieux-là viennent revitaliser le quartier. On est en train de le faire à Roubaix, avec le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, qui, lui, effectivement, les communes, ils sont contigus, Roubaix, Tourcoing, etc. Donc, ils mettent en place des lieux qui, finalement, donc, permettent de mutualiser des actions. Et on a aussi aujourd'hui, par exemple, donc des entreprises filiales de la ville, donc qui achètent des mètres carrés et qui les mettent à disposition de commerces de proximité pour aller dans des quartiers dans lesquels donc le prix du mètre carré est cher et donc ça permet d'installer des services de proximité, à l'occurrence de commerce, sans qu'ils soient soumis à la pression du prix du mètre carré. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des communs urbains qui sont gérés par donc une politique municipale qui permet d'accéder à ce moment-là à des mètres carrés en dehors de prix spéculatifs. C'est la définition de la prix Nobel et de l'Eurostrom en 2009. Le commun, c'est des biens et des ressources matérielles et immatérielles qui restent dans l'économie de marché, mais qu'on peut sortir de l'économie spéculative. C'est aussi le logement social, hein, c'est une manière d'avoir des communs aussi par rapport au bâtiment. Et par la suite, mais c'est pas, je n'aurai pas certainement le temps de développer, mais on peut aujourd'hui imaginer dans cette proximité un certain nombre de services qui, en étant installés, leur courbe de remplissage, c'est comme tous les services, il y a des pics, il y a des zones qui sont donc plutôt pas très remplies. Donc on vient utiliser ces zones dans lesquelles il y a peu de fréquentation pour offrir l'accès à ces services-là à des personnes qui, en situation sociale, peuvent pas s'appuyer ces services de manière naturelle et qui viennent utiliser ces plages-là. Que vous ayez un cinéma avec 120 places et qu'il n'y a que 20 places, il vaut mieux le remplir avec des gens qui viendront en coût très bas. Et c'est pareil pour un pédicure, pour un manicure. C'est déjà fait aujourd'hui avec des restaurants. C'est le modèle de la fourchette. Donc on peut utiliser ce qu'on appelle les communs privés, qui sont les plages donc de faible fréquentation, pour les offrir à des personnes. Et c'est pour ça que on crée des profils, donc en termes donc des services, pour pouvoir utiliser
et augmenter la qualité de vie des uns et des autres en optimisant la proximité. Aussi vrai qu'un bâtiment est vide 60% de son temps, c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de services qui sont vides, ils ne peuvent pas perdre leur temps parce qu'ils ne sont remplis qu'à une certaine heure. On a des cafés, par exemple, qui deviennent des cours de langue entre 17h et 20h. On appelle ça les cafés polyglottes. Et vous voyez, c'est un modèle économique dans lequel on a créé de la valeur à partir de rien. C'est-à-dire que le lieu, il est là. Les gens, ils arrivent à 17h, ils portent une veste avec la couleur de la langue qu'ils veulent pratiquer. Ils arrivent à 20, 30, 40 personnes. Ils vont consommer, donc les cafetiers, ils augmentent ses consommations. Ils donnent un pourcentage à l'association qui gère ça. L'association paye 2-3 coachs. Et vous avez donc des cours de langue qui durent pendant 3 heures dans ces cafés-là. Et à la fin, tout le monde a créé de la valeur. Les gens qui viennent pratiquer, ils ont pratiqué dans 3 heures une langue, donc à un prix très bas. Et les cafetiers, il a vendu plus. L'association a pris de l'argent. Il y a eu 2 ou 3 coachs qui se sont baladés, etc. Voilà. Un lieu, plusieurs usages, et chaque usage, des nouveaux possibles. Et chaque possible, des nouveaux modèles économiques. Il faut regarder comment on optimise nos communs. Par rapport à ce que dit Carlos Moreno, la crise de la Covid, ça a été quand même un accélérateur de transition. Le télétravail, avant la Covid, il y avait quand même beaucoup de freins de la part des employeurs. Il y a quand même près de 40% des personnes qui se sont retrouvées projetées dans du télétravail, donc qui a ouvert quand même des modalités de rapport au travail différents. Alors, c'est peut-être plus compliqué pour les métiers de proximité comme les vôtres, mais du coup qui rendent possible l'émergence de ces tiers-lieux, parce que travailler à domicile, ce à quoi beaucoup de personnes se sont un peu habituées, c'est quand même pas si facile. Outre le fait d'être en pyjama dans les visios, ce qui peut créer des scènes cocasses. Voilà, ça suppose une évolution du logement, alors que ça peut être l'opportunité de trouver des nouveaux lieux de convivialité, un peu mixtes, aussi un meilleur aménagement du territoire, parce qu'effectivement, il y a plutôt un enjeu de renouvellement des centres, des villes petites ou moyennes qui avaient été un peu en déprise. Et puis, ce qui est important, c'est de trouver des cercles vertueux. Par exemple, sur les personnes qui vieillissent dans des zones pavillonnaires, qui ont souvent des logements à passoires thermiques, il y a des démarches intéressantes qui ont été mises en œuvre de cession, de partage de leurs parcelles pour construire. Donc ça économise du sol parce qu'il n'y a pas besoin de construire ailleurs. Ça permet à des ménages plus jeunes d'acquérir à prix maîtrisé, parce que bon, c'est une division du sol de la parcelle qui permet un coût maîtrisé, et ça permet à la personne vieillissante aussi de faire les travaux nécessaires pour les enjeux énergétiques. Donc, par contre, ça suppose de transformer les métiers. C'est pas les silos ou les canaux de décision ou les métiers traditionnels. Ça suppose de revoir les modèles, mais il y a vraiment cette possibilité un peu de pratique vertueuse qui se dessine. Et c'est pareil. Vous parliez des logements intergénérationnels. On travaille beaucoup sur le logement des étudiants qui ont beaucoup souffert aussi pendant cette période. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de territoires qui se questionnent, mais ça reste encore assez expérimental pour justement que chez des personnes âgées soient accueillis des étudiants, ce qui permet d'avoir un coût maîtrisé, une forme de solidarité intergénérationnelle. Mais là aussi, il y a eu plein d'initiatives. Il faut arriver à les professionnaliser, pas pour autant parce que tout seul ça marche pas. Les brider, mais il y a besoin d'organiser dans un nouveau modèle. Avec un vrai cadre structurant. Avant de vous donner la parole, juste, il nous reste seulement quelques minutes. Alors, si vous avez des questions, manifestez-vous. Après, il sera trop tard. Donc, je vois, très vite. Je voulais juste réagir très rapidement sur ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, on voit quand même aussi apparaître au niveau des promoteurs qui proposent des projets,
Effectivement, cette dimension, par exemple, notamment sur des zones en tension, comme dans la région lyonnaise où le prix du foncier est très fort, avec finalement des petits logements, mais des espaces communs au logement, comme une salle de télétravail ou voir une cuisine. Et puis, pour ce qui est des projets, moi, sur la région lyonnaise, il y a des projets intéressants aussi de Baba Yaga, de choses comme ça, qui aussi, par contre, qui demandent du temps. Hein. Moi, il y a des personnes que je connais, c'est Chamarel à Vaux-en-Velin, ils ont mis plus de 10 ans pour construire leur projet, parce que justement, on a plusieurs fois parlé de la logique des silos, mais pour réussir à avoir un bailleur social, pour réussir à monter leur projet, heureusement qu'ils étaient pas trop vieux quand ils ont commencé à le construire, parce que sinon, c'est pas eux qui l'auraient inauguré. Oui, la question. Oui. Bonjour, je trouve toutes vos interventions intéressantes. Alors, quid de nos difficultés avec les petits établissements, ruraux ou pas? On a énormément de mal avec l'administration qui encourage quand même les gros machins. En Pays de Loire, on fait fermer des petits établissements, pourtant rentables. On se fiche complètement du choix du vieux, du choix de l'élu. Et voilà, comment nous unir, nous, élus, madame, avec nous, responsables d'établissement, pour que cela change. On est soumis à une administration qui parle de qualité qui n'est pas notre qualité à nous, et voilà, on pèse rien face à ça, et on n'est pas très soutenu par nos élus. Alors, je connais pas tous les élus qui sont dans vos territoires. Je voulais juste réagir parce que moi, je travaillais dans un EHPAD de 40 lits, donc votre problématique, je la connais par cœur. Et c'est vrai que quand on rencontre l'ARS, généralement, ils vous disent, bon, bah, tant que ça, vous arrivez à vous équilibrer à peu près, et que tout... Voilà. Oui, mais tout à fait. Et que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, bon, voilà. Mais clairement, il y a une énorme pression. Je crois que, je me rappelle les chiffres sur le programme régional de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait 79% des établissements, des EHPAD, qui étaient encore mono-établissements, mais avec une très forte pression, effectivement, pour des regroupements, des fusions, des intégrations dans un groupe. Et nous, à l'AMF, on milite vraiment, justement, pour que cette place aux établissements de petite taille soit sauvegardée. Et finalement, vous savez, c'est aussi, on peut faire le parallèle avec les communes. Parce qu'on dit tout le temps, en France, il y a trop de communes, il y a trop de communes. Mais finalement, les 36 000 communes, un petit peu moins maintenant, les préfets, ils ont bien été contents de les trouver au moment de la crise sanitaire, parce que s'il n'y avait pas eu des maires sur le terrain et des élus au contact des populations, la crise, elle aurait été beaucoup moins gérée. Et je pense que finalement, cette crise, ça peut peut-être être une opportunité pour montrer que justement, le petit, ça peut être utile aussi. Après, voilà, faut se mobiliser, faut faire des rapports, faut faire du lobbying. C'est pas trop dans la culture française, mais c'est aussi ça. Aller dans les instances, aller voir vos élus. Il y a des élections l'année prochaine, donc il y a des députés qui vont vouloir être. Voilà, ça peut être aussi l'occasion d'aller voir votre député, ou d'aller voir les candidats et de dire, est-ce que vous allez vous emparer de ces sujets? Moi, je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut y arriver, quoi. Et sans oublier que vous avez un vrai poids politique. Une dernière question? Non, écoute, je voulais soulever, mais c'est à 2 minutes de la fin, c'est absolument scandaleux ce que je vais faire. La question de l'avenir de l'EHPAD en tant que tel. Est-ce que le principe de l'EHPAD lui-même a encore du sens, ou est-ce qu'on va toujours forcément aller vers des plateformes, des EHPAD hors les murs? Je vous laisse avec ça, c'est la fin de la séance. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Je vous remercie beaucoup, vraiment, de votre participation à cette séance.